L'interprofession de la filière qualité s'engage à garantir l'approvisionnement régulier et de qualité des entreprises locales en matières premières. Cet engagement s'est matérialisé ce matin à travers la signature des accords entre l'interprofession, les fournisseurs d'amandes et les industriels. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, ces signatures constituent une marche vers le cercle vertueux de la croissance économique. Fin des travaux des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Parmi les recommandations, le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour la protection effective des droits de la femme et de l'enfant, la transmission des valeurs positives dans un cadre familial stable et solidaire. Ouverture à Dubaï des travaux du 28e congrès postal universel, une tribune pour les pays membres de l'Union postale universelle de redéfinir les perspectives postales pour les 4 prochaines années. La voix du Mali est portée par le ministre en charge de la communication. Alhamdou Aguilien a, au nom de ses pairs de l'AIS, présidé une importante rencontre sur la vision de l'espace confédéral. Il y a plus de 2 décennies que disparaissait l'une des virtuoses de la guitare que j'ai nommée Ali Farka Touré. Pour perpétuer sa mémoire, ses héritiers, amis et le gouvernement ont organisé plusieurs activités ce week-end pour lui rendre hommage. On retient le vernissage de l'exposition intitulée Ali Farka Touré, l'ADN du blues. Voilà, les titres de votre journal de 20h vous serviraient un réel plaisir. Bonsoir et bienvenue à la grande édition de 20h sur ORTM1. Je vous l'annonçais dans les titres, les locaux du ministère de l'Économie et des Finances a été le centre d'une cérémonie de signature d'accord entre l'interprofession de la filière karité, les fournisseurs d'amandes et les industriels. L'interprofession de la filière karité s'engage ainsi à garantir l'approvisionnement régulier de qualité des entreprises locales en matière première. Un geste qui, selon le ministre Sanou, s'inscrit dans la vision du projet Mali Vision 2063. Il s'agit d'un pas important dans la croissance économique. Le reportage de Haridja Toukoudi. La filière karité est un véritable pilier de l'économie malienne. Selon les statistiques, le Mali occupe la 2e place mondiale après le Nigeria dans la production du karité. En effet, 190 000 tonnes d'amandes sont produites chaque année. Avec la signature de ces contrats entre l'interprofession de la filière karité et les unités industrielles locales, le Mali entre dans une nouvelle phase de dynamisation. En effet, la signature de ces accords entre les fournisseurs d'amandes et les industries locaux vient renforcer la confiance entre les acteurs, sécuriser les débouchés pour les producteurs et garantir l'approvisionnement régulier et de qualité pour nos entreprises de transformation. En consolidant les liens entre producteurs et transformateurs, nous renforçons non seulement la compétitivité de la filière, mais également son impact social et économique. La qualité est une nécessité primordiale au niveau de la filière karité et doit se faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la production ou de la transformation. C'est une exigence sur nous, vraiment d'être à la hauteur pour honorer ce contrat, en même temps être des actifs au développement du secteur agricole au Mali. Et il est important que chaque partie puisse respecter ses engagements. Donc nous nous engageons en fait à prendre toutes les quantités qui correspondent au cahier des charges qui a été défini et à les payer en temps et en heure. Donc afin d'assurer vraiment une traçabilité. Ça va assurer l'approvisionnement de l'unité industrielle en matières premières également. Pour booster le secteur du karité, le ministère de l'Agriculture met l'accent sur l'augmentation de la transformation locale, le renforcement des coopératives de femmes, la valorisation de la qualité des produits et surtout le développement de la recherche pour obtenir des variétés d'arbres plus productives et résistantes. Quand on parle de qualité, on ne peut pas rester dans la cueillette. Aujourd'hui, le karité est un produit de cueillette. Donc il va falloir intégrer le karité dans nos systèmes de production agricole. Il faut aller à une culture intensive de karité. Il faut qu'on ait des plantations de karité. Et du coup, ça nous permettra aussi de reverdir notre pays. Cette signature de contrat, selon le ministre de l'Économie et des Finances, s'inscrit dans la dynamique impulsée par le gouvernement. Faire de la transformation structurelle de l'économie nationale par l'industrialisation est un axe prioritaire de la politique de développement des autorités. Ces signatures viennent justement dans le cadre de la vision que nous avons toujours recherchée
le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de l'agriculture. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons essayé de travailler donc pour écrire et élaborer une vision du développement rural dans notre pays, du développement industriel dans notre pays. Cette vision est un élément important de la vision Mali 2063, Mali Koura Nyetasra Kaben Samba Flani Bioronis Khavama, et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Donc il faut rappeler que l'agriculture est le cœur de cette vision. C'est sur vous que nous comptons pour pouvoir atteindre donc cette émergence. Il faut que les producteurs puissent savoir en début de campagne à quel prix ma récolte va être achetée. Il faut que l'industriel soit sûr en début de campagne qu'il aura toute la matière première à un prix qu'il connaît et qu'il fasse le calcul de ses coûts pour savoir quel va être le coût de sortie des produits finis. Une fois que la contractualisation est mise en place, le circuit est fermé et nous pouvons être certains d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le ministre Sanou a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de ce partenariat un exemple de coopération réussie pour une industrie malienne robuste, compétitive et génératrice d'emplois durables. Fin des activités des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était au Centre international des conférences de Bamako en présence de plusieurs personnalités. Parmi les recommandations de ces assises, le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour la protection effective des droits de la femme et de l'enfant, la transmission des valeurs positives dans un cadre familial stable et solidaire. Le reportage de Sokona Kamisoko. Gouvernance, genre et autonomisation, violence basée sur le genre, protection et promotion de l'enfant, tels sont entre autres thèmes débattus au cours de ces 3 mois de concertation entre experts, société civile et partenaires techniques et financiers. L'exercice s'inscrit dans le cadre de la phase nationale des États généraux de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces concertations avaient pour but de faire une analyse approfondie avec des recommandations au sortir. Ces États généraux s'inscrivent pleinement dans la dynamique de refondation impulsée par la vision 2063. Mali Koura Nyetasra Kabensam Bafla Anbiorn Sawama et sa première phase opérationnelle, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Nous avons reconnu les avancées, mais aussi les insuffisances. Nous avons aussi vu l'espoir. Dans chaque témoignage, chaque recommandation, chaque proposition, il y avait une volonté de bâtir un Mali plus juste, plus équitable, plus humain. Parmi les recommandations phares issues de nos travaux, nous retiendrons celle-ci. La réforme du cadre juridique pour garantir les droits fondamentaux des femmes et des enfants, l'institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre dans tous les secteurs, le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de prise en charge des violences, la valorisation du rôle de la famille comme socle de cohésion sociale et de résilience, le développement d'un partenariat public-privé comme stratégie pour l'accès conséquent des femmes aux ressources financières et aux opportunités d'emploi et de développement de l'entrepreneuriat féminin. Les résolutions formulées à l'issue des échanges seront élaborées dans un document qui sera transmis à qui de droit. Ce document constituera un outil stratégique qui orientera l'action de l'État et de ses partenaires dans les années à venir. Il traduit un engagement national pour assurer le bien-être des enfants, des femmes et des familles du Mali. Pierre après pierre, le Mali Koura est en train de prendre corps grâce à la détermination de ses filles et de ses fils. Je voudrais à ce stade saluer à nouveau le rôle déterminant de toutes les commissions d'organisation dont le dévouement et le sens du devoir ont permis de donner corps à ce processus. Soyez assurés qu'une attention particulière sera accordée aux recommandations formulées qui seront traduites en actions concrètes, suivies et évaluées afin que chaque femme, chaque enfant et chaque famille en ressentent les effets au quotidien.
L'objectif global étant la création des conditions nécessaires favorables à l'épanouissement de la femme, de l'enfant et de la famille. La rencontre a regroupé, outre les représentants de l'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers. Parmi les recommandations formulées, la demande au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de décréter l'année 2027 comme année de la femme, de l'enfant et de la famille, car 2027 coïncide aux 30 ans de la création d'un département pour gérer la situation des enfants, des femmes et de la famille. Et pour donner corps aux recommandations sur le cadre juridique, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des acteurs juridiques. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la formation des juges pour enfants afin de mieux répondre aux spécificités des affaires judiciaires impliquant les mineurs. La formation se déroule à l'Institut national de formation judiciaire. Le reportage de Mamadou Fani. Une justice qui protège et donne espoir aux enfants, c'est l'ambition du Mali et de ses partenaires. Il s'agit de favoriser et de protéger les droits des enfants dans les institutions judiciaires. D'où cette formation des juges et procureurs des tribunaux des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bamako et Kati. La formation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice des enfants vulnérables au Mali, dénommé PROAGEP. Ce projet de 3 ans, qui se poursuivra jusqu'en 2026, vient renforcer les efforts du ministère de la Justice et des droits de l'homme pour consolider le cadre juridique et stratégique en faveur des droits des enfants, renforcer les compétences des acteurs judiciaires pour un traitement respectueux et digne des enfants en contact avec la loi, assurer un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de ces enfants et améliorer la coordination de la justice pour enfants à travers des mécanismes cohérents et fonctionnels à Bamako, Koulikoro, Kati, Sikasso et Ségou. L'enfant en conflit avec la loi ne doit pas être perçu uniquement comme un justiciable, mais aussi comme un être en devenir, porteur de potentialités que notre société a le devoir de préserver et d'accompagner. Ces séminaires, à travers vos réflexions, chers participants, vos partages d'expériences et vos recommandations doivent contribuer à faire évoluer nos pratiques, à rendre plus effectifs les droits reconnus aux enfants et à offrir aux juridictions de notre pays les moyens d'agir avec efficacité, équité et humanité. À l'issue de ces 3 jours de formation, les juges des tribunaux pour enfants disposeront de nouveaux outils leur permettant de bien mener leur mission qui est de dire les droits au nom des enfants. Et nous restons dans le même registre pour parler de cet autre sujet en lien avec l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant. Il s'agit de l'ouverture hier du premier congrès gynéco-pédiatrique couplé aux journées scientifiques de l'ONASR. Ce congrès est organisé en partenariat avec la Société malienne de gynécologie obstétrique et l'Association malienne de pédiatrie. Le thème de cette édition est lutte contre la mortalité maternelle d'ici à 2030. Inaba, reportage. La mortalité maternelle à l'horizon 2030, c'est le thème de la première journée scientifique. L'événement a réuni des chercheurs, des étudiants, des professionnels et des prestataires. Ils échangent sur les dernières avancées dans le domaine de la santé et de la reproduction. Pendant 2 jours, des sessions de formation continue, des conférences, débats et panels seront animés par les experts médicaux venant du Mali et d'ailleurs. Dans ce cadre-là, les 10 dernières années, nous avons passé en revue l'évolution des indicateurs, audité région par région. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et au décours de ces journées, nous allons faire des recommandations spécifiques à chaque région afin d'inverser la tendance des indicateurs. Le Mali est considéré comme un modèle en matière de santé communautaire. Malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire pour améliorer les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile. Les défis sont immenses et nécessitent la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs. Les estimations de la réduction de la mortalité maternelle conduites par l'OMS, l'UNFPA, la Banque mondiale et l'UNICEF ont conclu qu'il y a une réduction significative des ratios de mortalité maternelle dans le monde, mais aussi en Afrique subsaharienne. Mais jusqu'à présent,
on trouve que 70% de la mortalité maternelle dans le monde se retrouve dans notre région. Consciente que la santé et le bien-être de la femme et de l'enfant sont au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Ces journées seront mises à profit pour débattre de toutes les nouvelles approches, innovations et de bonnes pratiques pouvant améliorer la situation dans le domaine de la santé et de la reproduction. Je suis convaincue qu'au sortir de cette rencontre, un pas aura été franchi dans la quête permanente d'amélioration des indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile, mais aussi des propositions de solutions visant à réduire le taux de décès évitable chez la mère, le nouveau-né et l'enfant. Les premières journées scientifiques ont enregistré la participation de 300 personnes. La cérémonie est couplée au congrès gynéco-pédiatrique. L'AES parle d'une seule voix à Dubaï. C'est à la faveur du 28e congrès postal universel. Les délégués des 192 pays membres de l'Union postale universelle redéfinissent les perspectives postales pour les 4 prochaines années. La délégation malienne est conduite par le ministre en charge de la communication. Alhamdou Aguilienne a, au nom de l'AES, présidé ce mercredi une réunion sur la vision de l'AES. Envoyé spéciaux à Dubaï, Traoré et Tchadje Moussa Kamara. L'AES en rang serré au 28e congrès postal universel à Dubaï. L'Alliance affûte ses armes tout en harmonisant ses positions. Il s'agit de donner plus de chances aux pays de la Confédération AES pour accéder aux organes de l'Union postale universelle, l'UPU. La MRTP, en tant que régulateur, assiste énormément le secteur postal malien sur plusieurs volets, notamment la formation, mais également l'accompagnement pour la modernisation de son administration au Mali. Donc il y va de notre devoir d'accompagner vraiment véritablement le secteur postal universel et surtout sortir la tête haute de cette procédure de candidature-là, d'accompagner le secteur postal mais aussi l'État malien pour parler d'une même et seule voix. Je tiens à remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali, pour son implication et sa vision éclairée pour le secteur postal malien, mais également pour son implication pour l'Union postale universelle. Cette réunion d'harmonisation des candidatures de l'AES nous a permis de comprendre l'intérêt de travailler en symbiose entre les différents États membres, l'intérêt de défendre des positions communes, l'intérêt d'avoir une seule voix, mais 3 pays derrière. Cette réunion se tient en prélude à l'élection ce jeudi aux organes décisionnels de l'organisation. Les élections concernent le conseil d'administration de l'Union postale universelle, qui est la 2e institution spécialisée de l'ONU, mais aussi le conseil d'exploitation postale, qui est l'organe technique de l'UPU. Donc ces 2 éléments, ces 2 conseils organes sont extrêmement importants et avoir une présence dans ces 2 organes pour les pays de l'AES est un objectif. Les ministres de l'AES en charge de la communication ont tenu à rappeler à leur délégation l'importance de porter ensemble les candidatures africaines en général et celles de la Confédération en particulier. Le Congrès nécessite la présence de la plupart des États membres, compte tenu de l'importance de la poste dans le développement du pays, dans l'histoire même du monde, et surtout aussi que la poste est à la croisée des chemins aujourd'hui. Dans tous les pays aujourd'hui, la poste est en réformation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer à la phase de digitalisation et pour que la Poste, au niveau du guichet unique, rende des services immenses au développement de nos pays respectifs. Nous avons toujours confiance, nous allons continuer à nous battre. C'est des négociations, c'est des stratégies, c'est de la volonté, c'est de l'énergie, nous en avons. Et nous allons vraiment discuter et pour pouvoir vraiment avancer quand même quelques candidatures de l'AES. C'est uni face aux défis de l'avenir de l'Union postale internationale que la réunion a pris fin. Parmi ces défis, on peut citer entre autres les enjeux de la numérisation, l'accès au financement de l'UPU, notamment pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et en marge du congrès, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a pris part à une rencontre organisée par l'Union panafricaine des postes. Le but est d'harmoniser les candidatures africaines au Conseil d'exploitation postale et au Conseil d'administration de l'UPU.
Le ministre Alhamdou Aguilienne a dans la même foulée reçu la délégation ivoirienne conduite par son ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Khalil Konaté est venu solliciter le soutien du Mali à la candidature ivoirienne au poste de vice-directeur du bureau de l'UPI. Voilà, en marge du congrès, le ministre Alhamdou Aguilienne qui a pris part à une rencontre organisée par l'Union panafricaine des postes. Le rapporteur général de l'autorité indépendante de gestion des élections s'est rendu ce matin à la Bibliothèque nationale. Professeur Brahima Fomba s'est imprégné de l'état de certains documents électoraux. Il s'agit de la liste électorale, la liste pour les opérations de radiation ainsi que des tableaux de validation, de radiation et de transfert. Les 10 documents sont prêts et attendent d'être acheminés vers les commissions en charge des listes électorales. La visite a été suivie par Mohamed Kayantao. Mercredi 17 septembre 2025, au département du fichier électoral et de l'informatique de Lège. Il est presque 11 heures lorsque le rapporteur général du collège de Lège franchit le portail de la structure. Ici, une équipe dévouée à la tâche attend le professeur Fomba et sa délégation. Lège est responsable de la confection, de la gestion, de la mise à jour et de la conservation du fichier électoral, d'une part. Et d'autre part, Lège est chargé de la supervision et du suivi de la révision des listes électorales lors des scrutins. Mais dans le fond, lorsqu'on analyse ces 2 missions principales, on se rend compte que en fait, ces 2 missions principales sont déclinées en 4 activités, justement, qui sont d'abord la première activité qui consiste de la part de Lège à recevoir du ministère de l'administration territoriale la liste des électeurs potentiels, liste qui est extraite du fichier RAVEC, et cette liste-là est acheminée au niveau de Lège. La deuxième activité, justement opérationnelle au niveau de Lège, c'est de produire l'ensemble des documents qui sont utilisés par les commissions administratives. Lège intervient en rapport avec 2 autres activités, dont une première qui est la supervision et le suivi du déroulement des opérations. Vous pouvez aussi vous rendre compte que les commissaires de Lège sont déployés, répartis par région et juridiction d'ambassade du consulat, pour suivre l'opération en appui à nos coordinations. Et seconde activité, qui complète les 2 premières activités, ça c'est en quelque sorte l'exploitation du fruit du travail des commissions administratives. L'objectif semble être atteint car les documents qui doivent être produits et remis aux commissions en charge de la révision des listes électorales sont déjà fin prêts, à savoir la liste électorale des communes, la liste pour les opérations de radiation, les tableaux de validation, de radiation et de transfert. Lège, en tout cas, pour ce qui concerne sa part contributive, est totalement à jour. Tous les documents sont prêts. Bon, maintenant, il reste la suite avec notre partenaire du ministère de l'administration territoriale. La suite qui consistera maintenant à acheminer ces documents auprès des commissions administratives dont les travaux, faut-il le rappeler, doivent démarrer le 1er octobre prochain. Après avoir visité la salle multifonctionnelle et celle d'impression de la structure, l'émissaire du président de Lège s'est dit comblé de l'immensité de la tâche effectuée par les responsables du département du fichier électoral et de l'informatique de Lège. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a animé ce matin une conférence de presse. Face aux hommes de médias, Habib Silla a salué les efforts des autorités de la transition qui ont permis la cohésion et l'entente entre les Maliens établis à l'extérieur. Il a salué l'élection du nouveau président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en la personne de Baïdi Dramé. Les précisions de Mamadou Fani. Désormais, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le Conseil supérieur de la diaspora malienne se donnent la main pour l'intérêt des Maliens vivant à l'extérieur. Cette union a été au cœur de la conférence de presse organisée par les 2 organes en charge de la défense des Maliens établis à l'extérieur. Au cours de cette conférence, les 2 présidents ont salué cette unité retrouvée de nos compatriotes
établis à l'extérieur grâce à l'appui des autorités maliennes. C'est une conférence pour de clarification, de remerciement et d'engagement. Remerciement, c'est à travers nos hautes autorités, en tête desquelles le général d'armée, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et aussi en direction du Premier ministre, chef de gouvernement, notre ministre de tutelle. C'est pour dire aussi que vraiment, ce n'est plus mot, mais c'est là une réalité que nous, Maliens de l'extérieur, nous nous retrouvons. Parce que notre ministre de tutelle, que je tiens à féliciter, à remercier, c'est un ministre engagé, c'est un ministre qui respecte les points 7 de la lettre de cadrage du président de la République à l'adresse du Premier ministre. L'unité, c'est ce qui nous permet de réussir ce que nous sommes en train de faire. Puisque être à l'étranger, déjà, c'est difficile. Mais s'il faut ici rester en permanence dans des querelles inutiles, je crois que ça ne nous grandit pas et ça ne nous permet pas d'avancer. Donc aujourd'hui, la tête de CSDM étant le frère Baïdi Dramé, qui est conscient, qui connaît effectivement que c'est l'union qui fait la force, c'est plutôt la main dans la main que nous puissions. Si effectivement notre souci, c'est faire en sorte de défendre les intérêts des Maliens, non seulement dans nos bases, et aussi ici entre les autorités de notre pays et eux, par rapport à leurs soucis, je crois que c'est dans l'union qu'on peut le faire. Après l'union sacrée, place maintenant au grand projet et les deux entités nourrissent de grandes ambitions pour la diaspora malienne. Déjà, on va mettre des commissions de travail en place et prendre les axes prioritaires, des projets qui sont essentiels, prioritaires pour nous. L'union entre le CSDM et le Haut Conseil, c'est une réalité, ce n'est pas une union de façade, c'est sincère. On est une association, mais on a des normes, c'est des règles maliennes qui fonctionnent chez nous. Donc c'est ce qu'on va faire. Chaque pays, nous allons essayer de travailler. Nous n'avons pas les mêmes démembrements que le Haut Conseil, puisque le Haut Conseil, c'est la structure mère qui est créée depuis 1991. Nous sommes dans 45 pays. Et nous allons cheminer avec le Haut Conseil dans ces différents pays-là. Et pour les projets innovants, structurants, ça fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Cette conférence a été aussi l'occasion pour le président des Maliens de Mauritanie et les présidents du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et du Conseil supérieur de la diaspora malienne de saluer les efforts en cours des autorités maliennes qui se battent au quotidien pour que nos compatriotes vivent dans les meilleures conditions en Mauritanie. Voyons à présent l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Elles poursuivent avec professionnalisme leur mission de sécurisation du territoire des personnes et des biens. Dans le cadre du ravitaillement des régions du Nord en carburant, les FAMA ont escorté plusieurs camions-citernes de l'Abezanga à Gao, un acte qui traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de répondre aux besoins des populations. Le commentaire de Aliou Idrissa Maïga. Les régions du Nord continuent d'être ravitaillées en carburant. Les forces armées maliennes ont escorté ces derniers jours plusieurs camions-citernes au profit des régions du septentrion de notre pays. Ces citernes sont au nombre de 28 vides escortées de Gao à l'Abezanga et 37 remplies de carburant escortées de l'Abezanga à Gao par les FAMA sans incident. Arrivé dans la cité des Askia, le convoi a été accueilli par le commandant du théâtre Est de l'opération du Goukoloko, général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, et le colonel Ibrahim Samassa, commandant de la région militaire numéro 1. Et
L'ORTM vous propose juste après ce journal un numéro spécial à question d'actualité sur la situation sécuritaire avec le thème lutte antiterroriste, quelle synergie entre FAMA et population. Des analystes et journalistes décryptent ce nouveau visage du terrorisme qui est économique avec son lot médiatique. Nous vous proposons un extrait de ce débat animé par Sira Bachili. Et quel peut être le message derrière ces attaques? Bon, en réalité, l'objectif est connu. Il s'agit de bloquer les pays, d'incendier les récoltes, priver les communautés de carburant. Mais finalement, un humain ne peut pas se comporter comme ça envers d'autres humains. Ouais. On peut être contre un pouvoir, on peut être contre un régime, mais être contre des simples créatures de Dieu qui n'ont rien mérité ou qui n'ont rien fait pour subir de telles situations inexplicables. Est-ce qu'on peut être conscient, croyant et plonger un pays tout entier dans la famine et dans le désarroi? Quelle peut être la synergie d'action entre les pouvoirs publics, les institutions de la République, les opérateurs économiques en ces temps vraiment qui sont durs? Il serait important, prime abord, que les communautés à la base non seulement continuent à fournir le renseignement humain dont vous avez marqué tantôt, parce que sans ces renseignements humains, quel que soit le niveau d'équipement de l'armée, quel que soit l'engagement des éléments de force de sécurité, il va être très difficile de mettre un terme à la nébuleuse terroriste. Mais dans le même temps, au-delà de cette fourniture de renseignements, il y a aussi la responsabilité des opérateurs économiques de ne pas succomber à cette frénésie sécuritaire. Madame Diallo, par rapport à cette question de résilience, nous devons être préparés comment? Il faut qu'on intègre l'idée que ce n'est pas volontaire, c'est dû à une situation particulière qui existe. Maintenant, comment nous mettre ensemble, tous pour soutenir ces pans de mur qui nous restent de notre pays pour que ça ne s'effondre pas. Et pour cela, que ce soit les commerçants, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on peut penser que c'est eux qui souffrent le plus parce qu'en termes d'économie, c'est eux qui perdent de l'argent. Mais les populations aussi ont l'impact négatif. Comment faire pour que ces populations puissent remonter le moral à ces commerçants? Ces commerçants puissent avoir confiance à ces militaires, ces femmes qui risquent leur vie en escortant leur cargaison de carburant, et que les populations acceptent que cette situation n'est due ni aux commerçants, si demain il y a hausse, pour dire qu'ils font de l'inflation, non. Que ce n'est pas dû aux femmes qui ne font pas correctement leur travail, parce que c'est la situation sur le terrain qui le vaut. Maintenant, nous, à notre niveau, en tant que population, comment on peut jouer pour atténuer le coût en accompagnant les femmes, comme on l'a dit, en renseignement? Voilà, spéciale question d'actualité à suivre après ce journal avec Sira Bachili. Et en raison des activités programmées sur certaines artères de la ville de Bamako, le commandant du groupement de la sécurité routière informe les usagers que la circulation sera momentanément interrompue sur le tronçon boulevard de l'Indépendance Woyowayanko dans la journée du jeudi 18 septembre 2025 à partir de 6 heures. Les artères concernées partent de l'ex-cinéma Babemba en passant par le rond-point Hippopotame, la Bourse du Travail, l'avenue de la Nation, l'échangère multiple, le pont Motel et la gare routière Djikoroni-Para. Le trafic reprendra son cours normal dès la fin des dites activités. Le commandant du groupement de la sécurité routière s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Troisième jour des activités de la Semaine nationale de la réconciliation. Hier dans l'après-midi, 3 membres du gouvernement se sont rendus au flanc de la colline de Koulouba qui abrite un bosquet dédié à la paix au Mali. Les hommes et femmes épris de paix ont mis en terre 400 pieds d'arbres. Le reportage de Tchemoro Konati.
Forêt classée de Koulouba, un poumon vert se renforçant désormais grâce à cette journée de reboisement dédiée à la Sénart, Semaine nationale de la réconciliation. Journée qui prévoit la plantation de 400 pieds d'arbres sur une superficie d'1 hectare dénommée Bosquet de la Paix. C'est une initiative du ministère en charge de la réconciliation nationale, portée par celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. La protection de l'environnement est un élément indispensable, bien évidemment, à la cohésion sociale et à la stabilité économique de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons dit que la protection de l'environnement est un devoir de tous et de chacun. En rapprochant la réconciliation nationale et la protection de l'environnement, nous renforçons à la fois la cohésion sociale et la durabilité écologique de notre nation. Je voudrais, en ce moment solennel, saluer le leadership visionnaire de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dont la clairvoyance et l'engagement inspirent dans nos pas vers la paix et la cohésion. Outre son caractère symbolique dans la promotion de la paix et de la cohésion nationale, ce bosquet est un plus dans la restauration du couvert végétal et renforce à coup sûr les actions entreprises au sein du département. Le choix de la forêt classée de Koulouba n'est pas anodin. Poumon vert de la capitale et témoin silencieux de l'histoire de notre nation. Elle joue un rôle écologique majeur. En aménageant un bosquet d'1 hectare, nous contribuons à enrichir son couvert végétal et à assurer sa régénération, inscrivant ainsi la réconciliation nationale dans le temps, le long de la nature. Le prophète de l'islam, il a dit, même si on t'annonce ta mort dans 1 minute et que tu as une brèche de l'arbre à planter, il faut la planter avant de mourir. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans le cadre de la réconciliation et dans le cadre du reboisement cadre parfaitement avec la religion. Si la plantation d'arbres est une action citoyenne, le suivi en est une autre. Sur la question, les partis s'engagent à en faire autant. Une assurance pour la survie du bosquet de la paix que les flancs de la colline du pouvoir a l'honneur d'abriter. À l'intérieur du pays, la Semaine nationale de la réconciliation mobilise l'ensemble des forces vives, des participants qui aspirent à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ils l'ont fait savoir au cours des cérémonies de lancement des activités de la semaine dans les régions de Gao et Menaka. Nos reporters sur place sont Shirfi Moulay Aïdara et Jafar Aïdara. La région de Gao a officiellement lancé la Semaine nationale de la réconciliation couplée avec la Semaine régionale artistique et culturelle. Un moment fort placé sous le signe de la cohésion, du pardon, de la paix et de l'unité nationale. Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale, promouvoir le vivre ensemble et consolider la stabilité au bénéfice de toutes les communautés. La preuve, à Gao, tous les cercles sont mobilisés autour de cette semaine pour montrer leur engagement à bâtir un avenir harmonieux. L'importance de la réconciliation et de la cohésion sociale entre les Maliens pour relever le défi socio-sécuritaire et économique, les autorités ont créé en 2013 un département ministériel dédié à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de la réconciliation. En vue donc de renforcer la réconciliation et le pardon entre les Maliens, le gouvernement du Mali a adopté la loi 2019-042 du 24 juillet 2019 portant loi d'entente nationale et qui a institué la Semaine nationale de réconciliation. Cette 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation à Gao sera axée sur des conférences-débats, des activités sportives et culturelles et la vulgarisation de la Charte nationale de la réconciliation. Menaka, la 10e région administrative du Mali, est durement frappée par la crise multiforme qui connaît notre pays. C'est ce qui explique l'engouement des populations autour de la Semaine nationale de la réconciliation Sénart. La semaine qui prévoit une série d'activités autour du thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Il s'agit de miser sur nos valeurs comme le cousinage à plaisanterie Sinankuya et autres croyances traditionnelles pour recoudre le tissu social. La Sénart 2025 coïncide avec l'année de la culture du Haut-Mali et doit être l'occasion de rappeler que la réconciliation nationale ne se décrète pas uniquement dans les textes, mais qu'elle se vit au quotidien dans nos villages, dans nos quartiers. À Menaka, l'on est convaincu que la semaine qui vient d'être lancée est essentielle pour l'apaisement du climat social et de la célébration de la pluralité du Mali.
Durant cette semaine, plusieurs activités viendront traduire en actes cette volonté commune. Des prières collectives et des bénédictions, symboles de communion spirituelle, des plantations d'arbres, véritables bosquets de la paix pour marquer notre attachement à la vie et à l'avenir, un panel sur le rôle des femmes vectrices de paix et de cohésion et de réconciliation, des caravanes de sensibilisation pour mobiliser la jeunesse autour des valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Au nom du ministère de la Paix, de la Réconciliation nationale et de la Commission nationale d'organisation, j'adresse une invitation solennelle à toutes les populations. Appropriez-vous cette semaine. Pour la réussite des Sénart 4 à Meneka, toutes les couches de la société sont mobilisées autour du riche patrimoine culturel local. Le même exercice a eu lieu dans les régions de Sikasso et Mopti. On fait le point avec Mousokoro Sérémé et Boubacar Sankari. Les autorités administratives et politiques, les services techniques régionaux, les légitimités traditionnelles, les leaders religieux, les associations de jeunes et de femmes et les hommes des médias, tous étaient là ce mercredi pour le lancement de la Semaine nationale de la réconciliation en 5e région. Cette 4e édition, qui coïncide avec l'année de la culture au Mali, vise à replacer la culture au cœur des politiques publiques, à renforcer la souveraineté culturelle du pays et à faire des expressions artistiques et patrimoniales des leviers de développement et de cohésion sociale, d'où le thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AIS ». Notre pays est cité comme une terre de civilisation, une terre de culture, une terre qui a fécondé l'humanisme et l'humanité des siècles durant. Donc c'est un regard rétrospectif pour amener nous aujourd'hui à prendre en considération notre héritage. Je vous engage à valoriser et à promouvoir notre riche héritage culturel durant cette année de la culture pour en faire un véritable levier de paix et de réconciliation et de cohésion sociale. Ce lancement est marqué par une conférence débat sur le thème « Femmes vecteurs de paix et de cohésion sociale ». La femme est capitale, elle est une actrice incontournable, essentielle dans la paix et la cohésion sociale. Au menu des activités de la Sénart, des prières dans les mosquées et églises, des plantations d'arbres et une lutte traditionnelle. Déjà, une table ronde sur l'Ortem Mopti a eu lieu pour sensibiliser les communautés à participer activement aux actions de promotion de la cohésion et de la paix. C'est une région de Sikasso consciente de l'importance de la réconciliation et de la cohésion sociale pour relever les multiples défis auxquels les pays de l'AIS font face, qui s'est mobilisée autour du lancement des activités de cette 4e édition de la Sénaré, Semaine nationale de la réconciliation. Une cérémonie d'ouverture rythmée par des prestations artistiques et folkloriques qui promeuvent les valeurs ancestrales de dialogue, de solidarité et de vivre ensemble. Notre région est riche de traditions et de valeurs qui ont toujours cimenté les liens entre nos communautés. Des outils puissants pour prévenir et résoudre les conflits. Nous aurons des émissions radiophoniques diffusées sur les radios locales, des conférences de débat sur le thème de la 4e édition, un match de gala entre les personnes en situation de handicap sera aussi organisé pour promouvoir l'inclusion. J'interpelle d'abord les femmes. C'est les femmes qui sont les gardiennes de la paix, les gardiennes des anciennetés, les gardiennes des héritages. De trouver un peu de temps pour transmettre ces héritages à nos enfants. Cette célébration vise ainsi à reconstruire les fondations de la réconciliation nationale dans un esprit où la paix se pose comme l'unique alternative pour bâtir un Mali uni et prospère, ancré dans son héritage et tourné vers l'avenir. La réconciliation nationale est un élément structurant de la stratégie de sortie de crise et de création des conditions de paix et de prospérité durable, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Cette célébration nationale vise à replacer la culture au cœur des politiques publiques, à renforcer la souveraineté culturelle du pays et à faire des expressions artistiques et patrimoniales des leviers de développement et de cohésion sociale.
Le thème de ce rendez-vous 2025 est « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires qui ont contribué à la promotion de la paix et au renforcement de l'unité nationale. Et nous poursuivons la série de présentations des structures relevantes du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Ce soir, nous vous ouvrons les portes de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Sa mission, réparer la souffrance des victimes des crises, la restauration de la dignité humaine, entre autres. C'est un reportage de Boubacar Bablin-Touri. Créée le 28 mars 2023, l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, AGVR, est une institution placée sous la tutelle du département en charge de la réconciliation nationale. Elle s'organise autour de 3 organes distincts: le secrétariat exécutif, organe d'exécution, le comité d'orientation, organe délibérant et l'organe de gestion à vocation consultative. À chacun de ces organes sont assignées des missions spécifiques concourant à la mise en œuvre des réparations au profit des victimes des différentes crises traversées par le pays. L'autorité a pour mission fondamentale de pouvoir donner justice et dignité aux victimes en fournissant des réparations individuelles et collectives. Et depuis sa création, elle s'est attelée à cela. Depuis sa création, la GRV a engagé de nombreux résultats significatifs, fruits d'un engagement constant et d'un travail de fond au service des victimes. Nous avons d'abord commencé à élaborer les outils d'évaluation. Ça c'est important. Les outils de la réparation. Nous avons depuis 30 000 fiches que nous avons reçues des antennes. Et aujourd'hui, nous avons sélectionné 1923 que nous avons essayé de réparer sur la période 2025-2026. Ces acquis, bien que notables, n'ont pas été obtenus sans obstacle. Le chemin parcouru a été semé d'embûches, nécessitant persévérance et résilience. La première des difficultés, c'est que certains sites, ils sont difficiles d'accès. Ça, c'est important. Il y a aussi la catégorie des risques. Nous avons hérité d'un document qu'on appelle la catégorie des risques, qui donne l'ensemble, en fait, des lieux où les crimes se sont passés en République du Mali. Donc aujourd'hui, il faut actualiser. Il faut communiquer aussi avec la société civile, surtout qu'on a reçu beaucoup de fiches, en fait, où toutes les pièces manquent. En regardant vers l'avenir, l'autorité de gestion et de réparation fait face à de nombreux défis. La consolidation des acquis, l'élargissement des mécanismes de prise en charge et la pérennisation des actions demeurant au cœur des priorités. Par rapport aux perspectives, nous allons communiquer davantage. Il faut renforcer la capacité des uns et des autres. Ainsi, le premier responsable de la structure conclut en ces termes. Derrière chaque statistique, il y a un visage, il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une douleur. Le processus de réparation est une réponse à cette douleur pour aboutir à la restauration de la dignité humaine et à contribuer à la réconciliation nationale. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec la visite du président de la République de la Sierra Leone, non moins président en exercice de la CEDEAO. Dr Julius Maada Bio a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures à Ouagadougou. Au cours de son séjour, le président sierra-léonais a eu un tête-à-tête au palais de Koulouba avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Les délégations des deux pays ont eu une séance de travail au cours de laquelle elles ont examiné des sujets d'intérêt commun. Le point de cette visite avec Isia Kanana. Pour la deuxième fois en une année, le président de la République de Sierra Leone, le Dr Julius Maada Bio, foule le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Au rythme de la fanfare de la garde républicaine, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accueille son invité de marque avec l'emblématique chapeau labellisé de Saponé.
Un symbole qui traduit la proximité des deux chefs d'État et leur volonté étroite de construire des relations bilatérales au profit des peuples burkinabés et sierra-léonais. Des honneurs militaires dus à leur rang à travers l'exécution de l'hymne national du Burkina Faso. Et de la Sierra Leone. Le président de la République de Sierra Leone est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Elle vise à consolider davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Au cœur des échanges à ce tête-à-tête entre les présidents Traoré et Maada Bio au palais de Koulouba, les questions d'unité régionale et de relations internationales. Je suis là aujourd'hui au nom de la CEDEAO en tant que président en exercice de la CEDEAO et également à mon nom propre, président de la Sierra Leone, et une deuxième fois au Burkina Faso pour traduire la solidarité envers le peuple burkinabé. Et vu la situation sécuritaire que le peuple traverse, nous pouvons dire que nous ferons tout ce qui est possible pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement au Burkina Faso. Et en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous une même famille et nous devons régler nos problèmes en famille. Et le développement est une préoccupation majeure et nous devons ensemble militer pour atteindre ce développement. Certains semblent penser que nous sommes divisés parce que le Burkina Faso et les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Nous travaillons ensemble. Dr Julius Maada Bio reste par ailleurs optimiste quant au retour de la paix au Burkina Faso, ainsi qu'au sein de la Confédération des États du Sahel. Il rassure surtout de sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec ses pairs de l'AES pour la stabilité de la région. Je suis là aujourd'hui pour me montrer solidaire envers le peuple burkinabé, pour lui dire qu'il n'est pas seul et que nous allons travailler ensemble à retrouver la paix. Nos pays sont en développement et nous devrons œuvrer à atteindre ce développement parfait. J'ai été militaire également et président comme lui. Et j'ai pu rétablir la paix dans mon pays, ce qui veut dire que cela est également possible au Burkina Faso. Ce tête-à-tête entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue de la Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, est suivi d'une séance de travail élargie aux délégations burkinabè et sierra-léonaises. Sur la table des discussions, des sujets d'intérêt commun aux deux nations. Cette visite du président Maada Bio au pays des hommes intègres traduit à souhait l'excellence des relations entre Ouagadougou et Freetown. Je vous l'annonçais hier également, la rencontre des ministres en charge de la justice de l'AES. Après leurs travaux, ils ont été reçus par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Chani, à qui ils ont rendu compte des conclusions de leur rencontre. De Niamey, le reportage de Amsatou Mahamadou et Yazi Rabiou. Présente au Niger dans le cadre de la rencontre des ministres de la Justice de la Confédération AES, cette délégation ministérielle a été reçue en audience par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Cette délégation est venue présenter ses civilités au président de la République et rendre compte du niveau d'avancement de leurs travaux au chef de l'État. Depuis que la Confédération AES a été portée sur les fonds baptismaux sous le leadership éclairé de nos trois chefs d'État, tous les secteurs socio-économiques sont en dynamique, tous les secteurs socio-économiques sont en voie d'harmonisation. Il était question que la justice et les droits de l'homme ne restent pas en marge de cette dynamique qui tend vers le bonheur de nos populations au niveau de la Confédération. Donc c'est dans cette logique qu'effectivement nous nous sommes réunis à Bamako le 29 et le 30 mai et des recommandations ont été adoptées. Et il était de bon ton que nous nous retrouvons ici à Niamey pour faire le point et le niveau d'avancement de mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations. Donc nous sommes venus ce matin rendre compte à son Excellence le niveau d'avancement de ces recommandations ainsi que les projets que nous avions en commun en matière de justice, en matière de droits de l'homme. Nous ressortons très satisfaits. Nous avons reçu les sages conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons reçu également les instructions pour bien entendu, pour entamer le chemin qui nous attend, bien entendu, qui est le bonheur de nos populations.
Cette délégation a été conduite par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux chargé des relations avec les institutions, Aliou Daouda. Retour à l'actualité nationale, les fonctionnaires et autres agents des collectivités dont le salaire a été suspendu pour 3 mois ont commencé à se faire enrôler. Ce matin, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue à la direction des ressources humaines de l'éducation en Tomikorobougou, en commune 3 du district de Bamako. L'affluence était grande. Pour plus de détails, je vous invite à écouter Sidi Kalilaïdara, porte-parole des enseignants, et Charles Tunka Sissoko, le directeur adjoint des ressources humaines du secteur de l'éducation. Ils sont interrogés par Bouraïma Djalouf. Le problème d'enrôlement dans le cadre du système intégré de la gestion des ressources humaines, il se trouve que, en tout cas depuis un certain temps, beaucoup de listes sont en train de courir dans les différentes circonscriptions, indiquant que des enseignants soit n'ont pas été enrôlés ou enrôlés mais déclarés toujours fictif. Donc c'est cette situation qu'on est venu régler parce que notre répondant direct en la matière, c'est la direction des ressources humaines de l'éducation. Le message d'abord à l'endroit des collègues, c'est de les exhorter à la patience. Le mal, il est déjà là. Le problème, il est connu. Il est posé. Les responsables sont connus. Les solutions sont en train d'être recherchées. Suite à la publication du rapport du CIGRH, le système intégré de gestion des ressources humaines, il a été décelé au niveau du secteur de l'éducation environ 5000 agents qui se sont présentés physiquement et qui ont été enrôlés. Et cependant, leur enrôlement n'a pas été validé par le système. Cela est dû au fait qu'il y a eu certainement des petites erreurs qui vont être corrigées avec un nouvel enrôlement. Des dispositions ont été prises pour que le nouvel enrôlement se fasse dans de meilleures conditions. Nous avons transmis une lettre circulaire au directeur d'académie d'enseignement afin qu'à leur niveau, chaque académie collecte les dossiers des intéressés, qu'ils nous les envoient. Les dossiers reçus seront enregistrés dans la base de données. À la fin de l'enregistrement des dossiers, il sera élaboré un chronogramme par académie. Donc les enseignants n'auront pas besoin de se déplacer avec les dossiers. Ils viendront quand le chronogramme sera publié. Donc tous les enseignants ne se présenteront pas ensemble au niveau de la direction des ressources humaines. Et ça va éviter les attroupements au niveau de la direction des ressources humaines. Et ça va éviter également que les enseignants soient dans des conditions difficiles à leur arrivée à Bamako. Il y aura un traitement diligent de l'enrôlement. Ceux qui ne se sont pas du tout présentés pour l'enrôlement sont concernés. Et aussi, ils doivent constituer leur dossier pour pouvoir être enrôlés. C'est un message d'apaisement. C'est leur dire d'être serein. La situation va se régler et tout le monde entrera dans ses droits, dans un meilleur délai. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le montant que la GIZ et ses partenaires ont déboursé pour la formation et l'installation de 25 personnes, hommes et femmes. Ils ont suivi des formations dans plusieurs domaines, la coupe-couture, l'élevage, le commerce et bien d'autres. La cérémonie de remise de kit a eu lieu hier au centre Mabilé, Sisa Sogonuko. Les temps forts dans ce reportage de Awadaman Koulibaly. Les 25 bénéficiaires ont suivi des formations intensives en embouche, coupe-couture, transformation agroalimentaire et en petit commerce. 2 semaines pour certains et 2 mois pour d'autres. Après quoi, ils reçoivent leur kit de démarrage, symbole d'un nouveau départ.
une formation qui est folle. Quand on a fini de la déguer, on est tout bien. Alibi, on a courage, on a baraque, kanye. On a réussi à y rendre pas naïe chukomi. Ouais, on bouge d'état. On bouge quoi, on a mjibala. Bon, mjini a baramene. Na on déguer baraque qu'on mancha mana. Il a faut bagan kanga maraka latulo, ka fere ka tono soro. Donc yang kalan o chamana. Bagan kanga furaga chukomina. Donc yo lu cham fanya. Ce lot de bénéficiaires s'ajoute aux 1400 personnes accompagnées par le projet PAPS depuis 2020 dans 5 régions du Mali, y compris le district de Bamako. Un projet qui couvre 3 volets. Le premier, c'est la formation professionnelle et sociale qui vise à doter les bénéficiaires des compétences nécessaires pour s'insérer dans le tissu économique local. Le deuxième, l'appui à l'entrepreneuriat à travers la mise à disposition de kits adaptés permettant le démarrage ou le renforcement des petites et moyennes entreprises et d'activités génératrices de revenus. Le troisième axe, la cohésion sociale et le développement communal. Ce soutien vise à améliorer de façon pérenne les conditions de vie des personnes déplacées et leurs hôtes et à leur offrir l'espoir d'un avenir meilleur tout en contribuant au développement de la nation. Les 25 kits ont coûté 15 700 000 francs CFA à la GIZ et ses partenaires. Une chose est d'être formé et équipé, une autre est la pérennisation des activités. Ainsi, les bénéficiaires auront la visite des donateurs chaque trimestre pour un suivi-évaluation. Les héritiers et compagnons de l'artiste Ali Farka lui rendent hommage à travers ses œuvres. Le week-end a été marqué par plusieurs activités, des conférences débats, un concert et le vernissage de l'exposition intitulée Ali Farka Touré, l'ADN du blues. C'était au Musée national, le reportage de Ibrahim Kaoukonati. Cette journée de reconnaissance pour Ali Farka Touré a été marquée par une conférence débat sur le riche parcours de l'artiste interplanétaire et ses qualités artistiques. Pour quand même rappeler à la nouvelle génération, à rappeler à la population, à rappeler au monde que Ali est toujours parmi nous. Selon la conférencière Aminata Draman Traoré, Ali Farka Touré était un visionnaire, un patriote et un travailleur acharné. Le Mali avait et a en lui un grand monsieur, un artiste d'une grande envergure qui a porté le Mali et qui a rayonné à l'échelle internationale. Et on ne peut que garder un grand souvenir de lui. L'exposition dédiée à Ali Farka Touré ouvre ses portes à travers un voyage unique mêlant musique, images et témoignages. Vous allez voir les instruments qu'il a utilisés lors de sa carrière. Vous avez la possibilité de voir, c'est-à-dire les radios qu'il utilisait pour enregistrer à l'époque avec petits moyens. Vous allez découvrir également que c'était un homme passionné par la pêche. Passionné par le football et d'autres effets personnels de Ali que vous allez voir, que ce soit des lunettes, des livres comme le Coran. Les Grammys sont là. Et 3 Grammys, c'est énorme. J'arrive à Niafunke, Ali nous accueille, il me dit, mon cher homonyme, Mihoti Magari. Autrement dit, je t'accueille pour ton dîner avec un bœuf. Ce que je retiens de l'homme, c'est sa générosité. Il aimait toujours me dire, il dit, Salif, tu sais, ici les Américains disent que je fais du blues, mais je ne fais pas leur blues, c'est triste leur blues. Moi je fais du Maïdan blues, c'est un blues heureux. Il était comme ça. Et il dit, tu sais, le miel n'est pas bon dans une seule bouche. Il faut qu'il passe dans plusieurs bouches pour que tout le monde puisse l'apprécier. Cette journée d'hommage est un devoir de mémoire, permettant au public de découvrir son patrimoine artistique. Je voudrais particulièrement remercier et féliciter la Fondation Ali Farka Touré, Amarek Sahel et le Festival Ali Farka Touré, particulièrement M. Vieux Farka Touré, pour cette initiative hautement salutaire, s'inscrivant dans le cadre de l'année de la culture et rendant hommage à l'un des monuments de la culture malienne.
dont l'œuvre continue de rayonner bien au-delà de nos frontières. L'occasion était bonne pour son fils héritier de revisiter son riche patrimoine musical de cet artiste modèle, Ali Farka Touré. Et Ali Farka disait que la musique est un langage universel. Puisse-t-elle continuer à nous unir, à nous élever et nous inspirer. Fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.